Le départ s'est passé à la perfection. On oublie les mesures d'urgence pour l'instant. S'il s'est passé quelque chose en ce moment, eh bien, ce serait probablement une glissade jusqu'en Espagne. On va retourner à votre graphique, Jacques, Oui, et vous allez nous expliquer à peu près où on nous Oui, en alors sommes. on a vu ici, 2 minutes après le départ, les deux fusées d'appoint se séparaient. Alors actuellement, nous sommes passés ça ici, il va y avoir séparation de la navette et du réservoir qui, lui, on l'a dit, va aller se désintégrer dans l'océan Indien. Et ensuite, 10 minutes 50 secondes après le départ, ils seront sur une orbite d'attente de 126 km de périgée et 220 km d'apogée. Donc, une orbite elliptique d'attente. Et quelques 30 minutes plus tard, ils vont l'arrondir, cette orbite. On va revérifier leurs paramètres. Ensuite, un nouveau coup de pouce 6 heures plus tard, si bien que 7 heures plus tard, après le lancement, ils seront sur leur orbite définitive. On a encore des images qu'on a pu retrouver. On aurait pu relocaliser la navette depuis son départ, mais je pense qu'on va revivre aussi également le départ. Je pense qu'il est bon de revoir le départ qui s'est effectué. On va retrouver justement ici le décompte à 25 secondes. Et on va très bien voir ce que l'on expliquait tout à l'heure, la mise à feu des moteurs, mais le départ n'a pas lieu tout de suite. Non. Tant qu'ils n'ont pas atteint leur poussée maximale, et quand ils l'atteignent, cette poussée maximale, vous verrez bien les deux fusées d'appoint se mettre en marche immédiatement. Alors observez bien, voyez-vous là, déjà les moteurs fonctionnent. Or la fusée n'a toujours pas décollé. La mise à feu. Elle est retenue encore, les fusées d'appoint n'ont pas prise encore. Voilà, l'ensemble, on lâche les vérins et c'est le départ. Et vous remarquerez que très vite, l'ensemble du train spatial se détache de la tour de départ, n'est-ce pas, et immédiatement s'oriente. Vous voyez, les fusées verniers, ce sont les compas gyroscopiques qui déjà indiquent ce qu'il y a lieu de faire. En réalité, soyons francs, les pilotes sont assis, mais n'ont rien à faire. N'ont rien à faire. C'est ce que j'allais dire, parce que qui a fait cette manœuvre? Ah non, c'est automatique. Programmé. Il dispose, on va y revenir tout à l'heure, il dispose de 5 ordinateurs qui s'occupent de tout. En fait, s'il le voulait, il pourrait même atterrir les mains dans les poches. C'est une image que je prends. Ben, c'est un peu l'histoire des sondes, également les sondes spatiales qu'on envoie dans l'espace, qui sont programmées à l'avance. Alors donc, on revoit ici, c'est une reprise bien sûr du départ. À Houston, on est très content, à Cap Canaveral, on est très content aussi jusqu'à maintenant de la marche des événements. Et on disait que pour s'orienter, il disposait de pas mal de choses. Bon, alors, il y a 3 moteurs qui vont les placer en orbite, d'accord ? Et lorsqu'ils seront en orbite, ils vont disposer de 2 plus petits moteurs, que nous verrons sur notre maquette d'ailleurs, et de 44 petites fusées verniers à carburant solide, qui vont leur permettre de se maintenir en orbite et d'effectuer toutes les corrections. L'orientation, eh bien l'orientation se fait suivant un système très simple, qu'on appelle la plateforme à inertie. Vous connaissez ce petit jeu là, oui, qu'on peut s'acheter, un petit gyroscope? Oui. C'est ça, c'est le même principe, mais un gyroscope dans un axe, un autre dans un autre, et un autre dans un troisième sens, pour rectifier tous les mouvements. Alors c'est cette plateforme à inertie, donc par gyroscope, qui va guider l'ensemble. On voit à Houston, à la tour de contrôle, les gens qui surveillent les manœuvres, et il semble que tout soit déroulé parfaitement. Alors ces plateformes à inertie, n'est-ce pas, composées de gyroscopes, peuvent contrôler le tangage, le roulis et le lacet. D'autre part, les astronautes disposent de 5 ordinateurs à bord. Alors ça c'est, comment dirais-je, l'animation qui est à peu près ce qui va se produire, c'est ça. On est rendu maintenant là. MECO signifie Main Engine Cut-Off. Donc c'est la séparation, on a coupé les moteurs, c'est la séparation, d'accord? Oui. Et l'immense réservoir vide, on le voit là, il se détache et va aller se désintégrer puisqu'il n'a pas atteint la vitesse orbitale lui permettant de contrecarrer la force d'attraction de la Terre. Donc, pour se guider, les astronautes disposent de 5 ordinateurs. 5 ordinateurs qui peuvent chacun réaliser, tenez-vous bien, 325 000 opérations par seconde. Si on compare à Apollo sur la Lune, c'est 10 fois plus rapide et 6 fois plus de mémoire. Alors vous comprenez qu'ils partent en toute confiance à condition que tout fonctionne. Il faut dire qu'au cours de la dernière décennie, c'était la décennie de l'informatique. Bien sûr, ils disposent également, eux les pilotes, de 3 écrans de télévision, 1400 cadrans et manettes, et au sol, théoriquement, 4 contrôleurs pourraient les suivre au lieu de 220, comme c'est le cas au départ. En fait, je dis 220 à Houston et Cap Canaveral. Ils sont à peu près 500 autour de la Terre à surveiller, parce que tout n'est pas terminé. Nous sommes à 10 minutes du départ maintenant, n'est-ce pas? Donc il y a eu la séparation dont on vient de parler,
mais il peut encore arriver un incident. Ils ne sont pas placés sur une orbite définitive. Donc, on est en état d'urgence, par exemple, dans le secteur de l'Espagne, à la base de Rota, parce qu'ils sont partis dans cette direction. Et dans 15-20 minutes, ils vont déjà descendre en direction de l'océan Indien. Certains téléspectateurs se demandent peut-être pourquoi on a tant d'enthousiasme devant pareille mission après que l'homme surtout eut marché sur la Lune. Oui, parce que c'est totalement différent. L'homme a marché sur la Lune. Il est un fait que c'était un grand pas, n'est-ce pas? C'est énorme. Et on va y revenir, on va y retourner. Mais il y a autre chose, c'est que ici, c'est une nouvelle ère du transport spatial. D'ailleurs, Pierre, on ne devrait plus dire Columbia. Columbia, c'est le nom de la navette, mais pour les spécialistes, ça s'appelle STS numéro 2. Ce qui veut dire, en américain, Space Transportation System. Système de transport spatial numéro 2. C'est ça, numéro 2. Et Columbia va devenir le STS numéro 3 et 4 et 5 et 6. Et les autres navettes vont... Un appareil, parce qu'il y en aura d'autres aussi. Oui, actuellement d'ailleurs, il y a 3 autres appareils qui vont porter des noms différents, n'est-ce pas? Il y a Challenger, il y a Atlantis, il y a Discoverer, mais c'est exactement le même principe de base. Cependant, les navettes subséquentes, qui sont actuellement en cours d'assemblage, on ne pousse pas leur production. La raison est très simple, on attend les résultats du comportement de Columbia pour apporter des modifications. Qui doit faire d'autres expériences aussi, Columbia. Alors, Columbia, c'est la 2e expérience, donc déjà, c'est un record. Oui. C'est le 2e départ d'un même vaisseau dans l'espace. Il y en a encore 3 autres avant que la navette spatiale devienne opérationnelle. Alors là, comme je viens de le dire, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans le transport spatial, Pierre. C'est un programme pour le gouvernement américain qui coûte une fortune, 11 milliards à 18 milliards, dit-on peut-être.